Bon, le problème de la plupart des coachs sportifs, c'est qu'ils n'arrivent pas à vendre leur coaching et ils n'arrivent pas à se vendre en ligne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va tenter de résoudre ce problème. Donc, on va faire 3 choses dans cette vidéo. Je suis avec Will qui travaille avec moi dans le mastermind. Will, comment vas-tu? Ça va bien, je te remercie. Donc, première chose qu'on va faire, on va parler un petit peu de vente et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi Will pour vous parler de ça. Ensuite, bon, on va parler un petit peu du mastermind pour les personnes qui s'intéressent et surtout ensuite, on va aller dans la meilleure salle de Bangkok ou du moins la salle la mieux équipée. Elle est équipée uniquement avec du Prime. Est-ce que tu as déjà essayé du matériel Prime? Non. Tu sais ce que c'est un peu? Oui, je vois très bien, ouais. Donc, on va faire une séance uniquement Prime. Il y a aussi du Kaiser. Tu vois ce que c'est, Kaiser? Ouais. Et donc, il y a également du Kaiser. Donc, on va s'amuser un peu et faire une séance. Mais, Will, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je suis spécialisé dans la vente fitness, donc tout ce qui est mécanisme de prise de décision, vraiment appliqué à la vente fitness. J'ai plus de 14 ans d'expérience dans la vente fitness. J'ai tout fait, je pense. Donc, j'ai travaillé dans les salles, j'ai eu mes propres salles. T'étais coach sportif? J'étais coach sportif, j'ai travaillé pour des infopreneurs, j'ai développé les systèmes de vente pour les infopreneurs dans le coaching sportif. J'ai vendu aussi dans le coaching sportif. Travailler avec les PDG d'entreprises, des gens qui avaient juste du poids à perdre aussi. Enfin, j'ai vraiment tout fait. Donc, tu t'y connais dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé de parler de ça avec toi. Parce qu'en plus, maintenant, on travaille ensemble dans le mastermind. On vous en parlera un peu plus tard. Donc, c'est parti, let's go. Let's go. Bon Will, je voulais dans cette vidéo qu'on parle d'une chose importante avant qu'on aille manger et s'entraîner, et c'est la vente pour les coachs, parce que c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui tu es éducateur, formateur dans le mastermind. La plus grosse problématique que je vois chez les coachs, c'est qu'ils savent pas se vendre, et alors il y a plusieurs problématiques. Ils savent pas se vendre sur les réseaux sociaux, ils savent pas parler à leurs prospects, et ensuite ils font des appels de vente, et ils savent pas se vendre. C'est quoi selon toi ce qui bloque la plupart des coachs, et c'est quoi la problématique principale que tu as pu voir au fur et à mesure des années? C'est aucune compréhension de ce qui se passe, par exemple, lors d'un appel de vente, tu vois. Et du coup, là, le but, c'est qu'on donne le plus de valeur ajoutée et que les coachs y regardent, ils ressortent, alors j'ai pas envie de dire transformés, mais avec des points d'action, on va dire, concrets qu'ils pourraient mettre en place. Donc toi, qu'est-ce que tu entends par ils comprennent pas ce qui se passe lors d'un appel? Bah, les appels, ils partent dans tous les sens. Ok. Généralement, ce qu'ils font, c'est ils font un appel de vente, ils n'ont aucune structure de vente. Donc ça, c'est le plus important. Avoir la structure de vente pour avoir ce chemin psychologique Ouais. jusqu'à temps d'arriver à une personne qui arrive dans un appel qui a pas trop confiance en toi et à la fin de l'appel qui est prêt à signer, je sais pas, peut-être 2000, 3000 euros avec toi et de passer à l'action. Et là, quand tu dis structure, toi, t'entends quoi? Alors, est-ce que, parce qu'on voit, il y a des personnes qui viennent donner des scripts, il y a des personnes qui ont des trames particulières. Moi, j'ai ma propre trame qu'on enseigne dans le mastermind. C'est quoi pour toi la meilleure structure d'appel? Ah, moi, elle est très détaillée, elle fait 17 points la mienne. Donc, Si tu dois la résumer, on va dire que si tu dois la résumer en grande partie, ça serait quoi? En grande partie, bah, la première chose, ça va être ta connexion humaine. Derrière, ça va être de poser un cadre. Okay. Ensuite, de faire un diagnostic de la personne. C'est souvent là où on vend et c'est ce que la majeure partie des coachs ne font pas, justement. Ouais. Parce qu'en fait, de la vente, quand on est coach sportif et qu'on vend du coaching sportif, on vend sur la partie émotionnelle. Il y a une vraie partie émotionnelle. Que tu fasses de la perte de poids ou de la prise de muscle, il faut comprendre pourquoi la personne elle a profondément envie de perdre du poids ou elle a profondément envie de prendre du muscle. Donc ça va être le diagnostic. Et ensuite, tout ce que tu auras appris dans cette partie diagnostic approfondie, tous les éléments que tu auras récupérés de façon très simple, derrière dans ton pitch, tu réutiliseras en disant tu m'as mentionné que, et ben nous on va t'accompagner sur ça. Et le pitch, c'est la manière dont vous vendez votre coaching, dont vous présentez votre accompagnement. Et là, tu as dit un point intéressant, tu as dit, à partir de ce que la personne m'a dit, tu adaptes le pitch. Exactement, ouais. Ça sert à rien. En fait, les coachs, alors après, on va dire le coaching sportif, nutrition, c'est relativement simple, il n'y a pas 10 000 choses. Mais je pense que la plupart des coachs, ils ont le problème de vouloir à tout prix détailler leur accompagnement. Par exemple, j'en connais qui, en appel, ils présentent leur support de suivi. T'en penses quoi? Est-ce qu'il y a un réel intérêt? Pas forcément. Pas forcément. En fait, tu peux l'utiliser, je dirais, comme appui final pour encore plus sécuriser la personne. Par exemple, tu fais ton pitch, tu amènes la personne, tu vois si la personne elle a besoin de clarté, elle a des questions par rapport à tout ce que tu lui as mentionné. Si ce que tu proposes, c'est vraiment fait pour elle, et derrière, si tu vois qu'il y a un élément manquant, qu'elle te pose la question, par exemple, oui, mais comment je vais t'accompagner, dans quoi je vais t'accompagner, là, potentiellement, si tu sens qu'il va pas avoir trop de questions derrière, c'est de lui montrer. Par contre, ne surtout pas montrer en détail toute ta partie, parce que sinon, la personne risque de se poser d'autres questions. Et elle se sentira submergée. Complètement. Et quelqu'un qui veut perdre du poids, qui n'a pas de confiance en elle, qui se dit que
elle va peut-être pas y arriver. Si tu lui demandes 10 000 choses à faire, il y a peut-être encore moins de chances qu'elle y arrive. On est d'accord là-dessus. Bah, en fait, le but de l'appel, c'est vraiment ça, et c'est ça que la plupart des coachs ne comprennent pas. Ce que tu fais dans un appel quand la personne là arrive, ton but, c'est de la sécuriser psychologiquement, qu'elle se sente en sécurité avec toi, et après de la faire monter en niveau de confiance et de conviction pour qu'elle puisse signer. Et ce qu'il y a, c'est que s'il n'y a pas cette structure qui est suivie, tu mets trop de détails dans tous les sens et que ça part dans tous les sens, justement qu'il n'y a pas ce chemin, les personnes généralement ne passent pas à l'action à la fin et disent « je dois réfléchir ». On va revenir après sur les objections. Donc déjà, avoir une structure d'appel. Et la structure pour toi, pour n'importe quel type de coaching, elle est commune ou c'est une structure qui doit être individualisée en fonction du profil du coach? Non, moi ce que je fais, et maintenant ça va faire, j'ai 14 ans d'XP dans le fitness, donc j'ai toujours fait la même chose. J'ai une structure de base et que je vais améliorer, en tout cas que je vais personnaliser en fonction de la personne qui est en face de moi. Admettons, la personne tu l'as en appel, dans le diagnostic elle te mentionne certains points particuliers, bah dans mon pitch, je vais adapter par rapport aux points qu'elle m'a notifié. Si elle me dit qu'elle a, je sais pas, elle a un problème particulier, ben, je vais parler de ce problème et je vais lui montrer comment on va résoudre cette problématique. Et je vais pas juste réciter un script pour réciter un script, elle va dire, bah, tu vois, moi je fais ça, après tu vas être sur ça, alors que ça se trouve, elle en a rien à faire. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de prendre tout ce qu'elle m'a mentionné et ensuite de l'adapter, c'est dans le pitch que je vais personnaliser. Et donc, premier problème, c'est la structure et du coup qui a adapté comme tu le mentionnes. Ça serait quoi le deuxième problème que la plupart des coachs ont? Alors moi, j'en ai quelques-uns en tête, peut-être que j'attends de voir si tu en as d'autres. En termes de... Pour moi, je te dis, à part la structure, la compréhension de la personne qu'ils ont en face d'eux. En fait, je pense que c'est aussi la perception que les coachs ont de la manière dont ils font les appels. Et tu dois le voir pour certaines personnes qui rentrent dans le mastermind qui n'ont pas fait encore d'appel. C'est, tu sais, elles ont l'impression de devoir vendre la chose. Ah, et donc, on en a parlé hier en plus. Et donc justement, et le problème, c'est que si vous approchez un appel de vente en vous disant, en étant absolument attaché au résultat, en vous disant je dois vendre du coaching, souvent ça marche pas. Ah bah 100%. Et même moi, j'avais des personnes en mentoring, c'est des personnes, je dirais pas son nom, mais j'ai une femme que j'ai en mentoring, et elle avait quelques appels à réserver, pas énormément. Et du coup, dès qu'elle fait un appel et qu'elle réussit pas, elle est démoralisée, elle se dit ah putain, j'ai pas réussi mon appel, j'ai pas réussi à vendre. Mais ça devrait pas être ça la conclusion que tu te fais de la non-vente d'un appel. Ça devrait être ok, déjà, est-ce que tu as un deuxième rendez-vous placé, est-ce que tu as bien diagnostiqué la personne? Et le moins vous êtes attaché au résultat, le mieux souvent l'outcome il est. Ouais, bah en vrai ça c'est vraiment la base et c'est ce que personne ne fait aujourd'hui, en tout cas très peu. On a écouté des centaines d'appels et c'est vraiment très peu fait. La personne, dès qu'elle rentre dans son appel, elle se dit dans sa tête, il faut absolument que je vende mon accompagnement. Mais en fait, on s'en fout. Voilà, et Voltaire, qui décide de qui décide de visiblement incruster, il était très intéressé par le sujet. Tu vois. Du coup, tu disais. Donc, la personne, dès qu'elle rentre, le coach sportif, dès qu'il rentre dans son appel, ce qu'il faut qu'il se dise, c'est je m'en fous de vendre ou pas vendre. Ce qu'il faut que je fasse, je comprenne profondément pourquoi la personne qui est avec moi au téléphone, elle est avec moi au téléphone. Et se détacher complètement, comme tu dis, du résultat. Et en fait, ça, c'est vraiment un point... si on n'a pas ce point-là, c'est on vendra très peu. Parce que justement, dès qu'on est attaché au résultat, ce qui se passe, c'est qu'on ne va pas poser les mêmes questions. On ne va pas avoir la même tonalité. Exactement. On ne va pas avoir la même gestuelle. Exactement. Et il y a plein de points comme ça qui, chez la personne qui est en face de vous, à qui vous vendez, va ressentir. Et souvent, ça se ressent à la fin de l'appel, tu sais, quand on arrive sur la partie, justement, on va donner notre investissement. La plupart, ils vont se mettre comme ça, ils vont être en mode, bon, bah, mon investissement, c'est 200 € par mois, tu peux prendre sur 6 mois, voilà. Alors que si on est détaché du résultat, tu présentes clairement l'offre. Ouais. L'offre pour me rejoindre, c'est 2000 € sur 6 mois. Point. Par rapport à tes objectifs, est-ce que ça s'aligne ? Bien sûr, oui. Après, vous n'êtes pas obligé. Parce qu'il y avait la fameuse technique, je me souviens, moi, c'était à la mode, et même il y a 3 ans, c'est quelque chose que j'enseignais déjà quand je parlais de vente dans le mastermind, parce que c'était à la mode il y a 3 ans, après, dès que vous avez annoncé votre prix, vous vous taisez. On est revenu sur cette mode-là, finalement, à plutôt dire par rapport à, est-ce que ça s'aligne par rapport à ce que tu voulais, à tes objectifs, tu vois. Je pense que ça dépend vraiment aussi de la personne que tu as en face de toi. Ouais. Moi, je vois que si la personne n'est pas gênée par le silence, pendant tout mon appel, à la fin, je vais mettre du silence. Si la personne est gênée par le silence, mon but, c'est pas de la mettre mal à l'aise,
bah à la fin, je vais pas mettre le silence. Tu vois. C'est adapté en fonction de la manière dont tu communiques. Mais en vrai, on parle avec des êtres humains. Donc en fait, c'est ça que ce que je disais au coach hier, c'est vous vendez toute la journée en soi. Vous êtes des vendeurs nés, en vrai, on vend tous tout le temps. Mais dès que vous rentrez dans un appel de vente, vous vous mettez cette pression de se dire « Ah, il faut absolument que je vende mon truc ». Donc on s'attache au résultat et on fait… Après, il faudra reconnaître qu'il y a peut-être des gens qui sont plus faits pour ça que d'autres. C'est sûr. D'accord. C'est sûr, mais en vrai, je suis sûr et certain que demain, un coach sportif qui a sa copine et ils doivent négocier un restaurant, il y en a un qui va aller dans un restaurant, l'autre il va aller, bah, il va avoir une vente en fait. Il va avoir une espèce de négociation. C'est une négociation. C'est une négociation qui va se finaliser par un acte d'aller. Ça, c'est comme un acte de vente, tu vois. Du coup, quand tu vas rester avec ta copine, tu te dis que c'était dans un acte de vente tout ou le pas? temps, moi je négocie tout le temps. Et après, je vends. Mais, et du coup, la pression du résultat, ça serait le deuxième problème qu'on voit. Ouais. Moi, le troisième problème que j'identifie, c'est la posture. Bah, c'est une catastrophe. Ah, non mais, tu vois, j'ai des idées qui me viennent. En fait, mais je pense que ça peut venir de deux choses. C'est-à-dire que pour moi, bon, tu pourras étayer là-dessus, mais je pense que beaucoup de coachs qui rentrent en appel de vente, ils n'ont pas la bonne posture, soit ils sont trop à l'aise, soit pas assez. Et petit 3, ils n'apparaissent pas assez comme une figure d'autorité auprès de la personne à qui ils parlent, sachant que si la personne est venue vers vous pour du coaching, c'est vous qui êtes en position de force. Cependant, si vous faites forcément de la prospection à froid, du cold DM, etc., et que vous avez supplié pour avoir un appel, je comprends que vous soyez gêné lorsque vous alliez sur un appel. Mais du coup, justement, ce serait quoi les conseils à te donner pour qu'un coach, justement, quand il arrive en appel, il ait une meilleure posture, il soit plus confiant dans la manière dont il va présenter ce qu'il va présenter? Déjà, il faut qu'il soit confiant en lui et en ce qu'il propose. Ça, Voilà. c'est le premier point. Et après, ça me ramène sur la structure. Parce que la structure, en fait, comment on va la faire, c'est le premier point, ça va être la connexion humaine, on est d'accord. Ensuite, sécuriser le temps pour que la personne elle puisse être vraiment pleinement en écoute avec toi. Et ensuite, on passe au fameux cadrage. Et c'est là où elle va se positionner en tant que leader. Et souvent, c'est ici qu'on perd justement le côté leader et côté posture des coachs. Ils ont aucun cadrage. Ça veut dire qu'ils vont dire… Enfin, ils vont rien dire, parfois ils le font pas, ou parfois ça va partir dans tous les sens. Que si tu fais un cadrage clair, par exemple, aujourd'hui, John, on va faire un point sur ta situation actuelle, que je puisse comprendre les blocages, l'historique, et voir si je peux t'accompagner ou pas. Ça me positionne, c'est clair, on sait ce qu'on va faire, et ensuite on passe à la suite. Et ça, beaucoup ne le font pas. Donc du coup, tu perds ce côté. J'en entends beaucoup qui disent, si vous voulez, on peut faire ça. Mais à quel moment tu te dis si vous voulez? C'est-à-dire si vous voulez. Là, quand je leur donne un exemple, par exemple, ils vont dire si vous voulez dans l'appel. Je dis imagine-toi maintenant, tu es en salle en train de coacher cette personne-là. Est-ce que tu lui dis si vous voulez, on va aller faire du développé couché, ou est-ce que tu lui dis on va faire du développé couché? T'entends au début où elles disent si vous en avez envie, on pourra aborder d'autres choses. C'est ça ce dont tu parles? C'est plus ça. Parce que ça, alors moi j'ai eu un mentor, qui est connu, je dirais pas son nom. Lapsus révélateur. Lapsus révélateur. Qui expliquait justement que pour enlever la pression du début d'appel, lui, ce qu'il disait, c'est il explique la structure et les outcomes, c'est-à-dire on va faire ça pour ça, ça c'est ce qu'il faut faire, on est d'accord? Ouais, c'est donner les bénéfices du cadrage. Enfin, tu cadres et tu donnes les bénéfices. Tu dis pas juste à la personne on va faire ça, tu lui dis on va faire ça pour cette raison-là, on est d'accord? Un cadrage, c'est seulement pour dire psychologiquement que la personne elle puisse voir le chemin qui va se passer. Mais est-ce que tu penses pas que c'est mieux d'expliquer à la personne que lorsque tu cadres, expliquer ce qu'on va faire et les bénéfices de ce qu'on va faire? Non. Toi, tu penses pas? Non. On sera pas d'accord là-dessus. Mais et du coup, et après, justement, dire, ok, et si à n'importe quel moment, il y a autre chose que tu as envie d'aborder, on peut l'aborder. Comme ça, la personne, elle se dit que tu n'es pas uniquement là, justement, pour la pitcher. Est-ce que ça enlèverait pas la pression du côté de la personne qui est en face de toi? Je pense que le but… Mais après, on n'est pas d'accord sur le cadrage, du coup, comment on le voit. On n'est pas d'accord sur le cadrage. Mais pour moi, le cadrage, en fait, c'est vraiment juste un point, c'est de te positionner en tant que leader. Pour te positionner en tant que leader, c'est juste de montrer le chemin, de dire, il va se passer ça, 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 comme si tu présentais une séance à une personne sans dire les bénéfices. Et après, pendant l'appel, quand on va approfondir, on va comprendre, et derrière, on va donner les bénéfices qu'on va mentionner dans le pitch. Pour moi, le cadrage, c'est juste positionner en tant que leader. Et ensuite, je lui donne la main à la personne en lui disant, est-ce que c'est OK pour toi? Mais c'est pas si vous voulez, on va commencer par ce point-là, on va commencer par ce point-là. Ah non, ça je recommande. Ah non, ça je suis d'accord là-dessus. C'est ça que je dis moi. Et ça, mais ça, il y a beaucoup de coachs qui le font. Ok. Et c'est exactement la même chose. Je te dis qu'en salle, si tu proposes à ton client de lui dire, si vous voulez, on peut aller sur un développé couché.
Oh, le gars, il va te dire, moi je l'ai eu hein, en expérience personnelle avec un entrepreneur un jour que j'ai eu le matin. J'ai démarré le coaching sportif, j'avais 18 ans. Ouais. Je lui dis, si vous voulez, on peut aller faire du chest press. Il m'a dit, alors écoute, moi, je réfléchis toute la journée. Je suis pas là pour que tu me dises si vous voulez ci, si vous voulez ça. Tu me donnes les choses clairement et on y va. Ah ben moi, ça m'a tout changé. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris. Je suis passé en position de leader dans le coaching. On va faire ça, c'est ça. Et là, j'ai gagné encore plus de clients. Ok. Voilà. Ok, donc la posture. Quatrième problème que je vois avant d'aborder d'autres problèmes, le setup. Je vois, voilà. Ouais, c'est une catastrophe. Je vois beaucoup de coachs qui font le setup. Enfin, alors, attends. C'est quelque chose qui est valable pour vos appels de vente. C'est quelque chose qui est aussi valable pour vos contenus. Notamment, et ça me fait rire, j'ai récemment vu un pseudo coach business qui coach rien du tout. J'aime bien les tacler un peu, ça ne me dérange pas. Ouais, il fait les setups. Donc, il fait ses vidéos où il parle au coach sportif. Et derrière, tu vois son lit qui est pas fait. Okay. Pour moi, il y a une dissonance cognitive entre dire, je sais pas, c'est quelqu'un qui dit qu'il fait plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, et à côté de ça, tu vois un lit qui est pas fait. Pour moi, j'ai pas envie de faire confiance à cette personne. Ouais, tu penses quoi, du coup, justement c'est quoi le setup à avoir quand tu fais un appel et que tu es coach sportif, que tu vas vendre du coaching sportif à quelqu'un? Alors déjà, c'est hyper intéressant que tu en parles, parce qu'il y en a très peu qui en parlent. Et dans ton mastermind, l'autre fois, c'est ce qu'on a fait. Hein, c'est le premier cours qu'on a fait, c'est le setup. Ouais. Il faut se dire que la personne, dès qu'elle se connecte avec vous, comme tu disais tout à l'heure, ça se trouve, elle nous connaît à peine, donc elle a un niveau de confiance très bas. Dès qu'elle se connecte avec nous, si on a un mauvais setup, elle va se poser une question. Elle va se dire, est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Parce que la personne, quand elle se connecte, elle se dit pas, je vais lui lâcher 3 000 € à la fin de l'appel. Elle se dit plutôt, est-ce que je vais me faire arnaquer? Est-ce que si, est-ce que ça? Si tu as un setup clair, ça veut dire, on voit bien ton visage. Donc ça, c'est le premier point, la lumière. On voit bien le visage. Le son, il faut qu'il soit bon. La connexion Wi-Fi, il faut qu'elle soit bonne aussi, évidemment. Que derrière, comme tu dis, ça soit clean. Moi, j'aime bien que ce soit assez neutre ou un appartement, mais vraiment bien rangé derrière. Ça, c'est le point important. Ensuite, la posture que tu vas adopter. Moi, j'aime bien diviser mon écran en 3. Et tu vois, sur la ligne du haut de l'écran, je mets mes yeux. Comme ça, je suis assez neutre dans ce que je dis. Je me mets pas trop bas, pas trop haut. Et ça me permet d'être au même niveau que la personne. Et ensuite, j'aime bien qu'on voit mes mains aussi parce qu'il y a une gestuelle à avoir. Et parce que c'est beaucoup plus impactant quand tu vas parler avec tes mains que si on voit pas tes mains. Mais le setup, faut qu'il soit clair. Et surtout, comme tu dis, il faut pas que ça soit genre flou. Faut pas que ce soit le bordel derrière. Faut que ce soit vraiment clean. Et là, tout de suite, on fait confiance à cette personne avant même d'avoir dit n'importe quel mot, tu vois. Et moi, j'aime bien être debout. Ouais. Si vous avez un setup, vous pouvez être debout, vous vous présentez bien, ça peut être bien, tu vois. Debout, je pense qu'il faut savoir le gérer, je dirais. Je pense que c'est bien pour la dynamique. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que toi, tu es très posé quand tu parles dans tes closings, etc. Tu sais exactement ce que tu dis, tu es confiant. Quelqu'un qui serait pas trop confiant, j'ai peur que debout, il serait un peu à bouger dans tous les sens, etc. Que si tu es assis, au début en tout cas, ça te permet de te poser et de te dire, ok, là je suis posé, je reste calme. C'est pareil, quand tu es assis comme ça, tu as ceux qui vont être assis comme ça. Là, je vais avoir une certaine posture. On n'a pas envie de me faire confiance, on dirait je suis pas sûr de moi. Ouais. Par contre, si je me pose comme ça et je te parle... Maxi boss. Et là, c'est Maxi boss. Non mais c'est hyper important. Parce que pour la psychologie humaine, encore une fois, c'est impactant. Et même chose, le setup, c'est une marque de professionnalisme. Avoir un appareil DSLR comme ça, comme ce que vous avez là, en webcam, c'est vraiment bien. Moi, j'ai juste pas réussi à le connecter, c'est pour ça que j'ai jamais réussi à le faire. Mais je m'étais acheté une webcam en plus de la webcam de l'iMac pour que ça soit un peu plus en 4K encore, mais le setup global de la pièce, la manière dont vous vous présentez, la manière dont vous êtes habillé aussi. Enfin, alors... tu penses quoi des coachs sportifs qui font des appels de vente et ils marchent sur leur tapis? Non, moi, c'est pas possible. Ça, c'est horrible, ça. On a l'impression que tu t'en fous. Ça, ou j'ai déjà vu aussi les appels de coachs sportifs. Pour moi, c'est pas possible. Ça dépend peut-être l'offre que tu proposes derrière, mais qui sort de séance, qui est dégoulinant. Ou même qui est dehors. Le mec qui est dehors, il parle. Dehors avec le son derrière, avec l'iPhone, rien qui va. Ouais, c'est clair. Donc... encore une fois, nous, on parle pour aller vendre des accompagnements quand même à prix élevé. Mais en fait, j'ai pas envie de dire prix élevé, parce que c'est au prix que les gens méritent. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est au prix du service. C'est pour ça qu'on peut pas... Mais oui, c'est en effet, si vous voulez vendre un accompagnement que beaucoup de personnes catégoriseraient comme, on va dire, cher,
on peut dire ça, pour la catégorisation globale que quelqu'un ferait, vous devez être professionnel. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous fasse confiance lorsque vous n'êtes vous-même pas capable de bien vous présenter? Vous pourriez avoir le meilleur service du monde, c'est toujours la même chose. Vous pouvez être le meilleur coach du monde, si vous ne savez pas le vendre, ça sert à rien. Ça. Ou du moins, c'est plus compliqué. Et moi, j'aime bien faire des rapports avec ce qui se passe dans la vraie vie. Dans la vraie vie, une personne que tu connais pas, qui t'aborde, qui va être pas forcément pas bien habillée, mais où tu sens qu'elle peut être un peu sale ou quoi que ce soit, tu vas te faire un a priori dessus, tu vois. C'est vrai. Et dès que tu arrives en appel, c'est exactement la même chose. La personne, au premier abord, elle va se faire un a priori sur toi. C'est même la façon dont tu vas l'accueillir. Si tu l'accueilles comme ça, bon, c'est pas très pertinent. Si tu l'accueilles de façon très neutre, avec le un sourire, sourire, aussi, bienvenue, t'es avec moi, là, elle va être en conscience. Quel setup? C'est quoi la 5e erreur que les coachs font? Moi, j'en ai en tête, hein, mais vas-y. Moi, j'en ai une en tête, mais on n'en parle pas trop. C'est ce que j'appelle la neutralité émotionnelle. C'est-à-dire, genre, tu t'en fous? Rester neutre émotionnellement, ne pas être réactif. Ouais. Et ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Souvent, c'est dans la partie diagnostic, mais c'est quand tu regardes des appels de vente. Moi, ça me fait rire parce qu'ils font leur première partie qui est très facile, on va dire diagnostic factuel. Donc, ils prennent les données qui sont pas dures. Mais dès qu'il faut parler un peu des vraies choses, voilà, ça bégaye, on sent qu'ils sont touchés. Alors qu'en vrai, si vraiment tu veux rester avec ta position de leader, c'est peu importe la personne ce qu'elle te dit, c'est d'accepter ce qu'elle te dit, de la comprendre et d'aller chercher encore plus loin, justement. Et justement, la neutralité émotionnelle, ça sera aussi pas du tout de s'intéresser à la personne. C'est-à-dire que, je sais pas, la personne va te dire, je vais te donner un exemple qui est horrible. Ma mère, elle est morte la semaine dernière. Je suis désolé. Et tu passes à autre chose, tu vois. Mais c'est exactement ça. Tu vois, c'est exactement ça. Alors après, je vous dis, si quelqu'un vous dit ça, vous n'allez pas creuser la douleur de ta mère est morte. Enfin moi, je dirais pas faire ça, mais... Alors, moi, tu sais très bien comment je suis sur mes appels. C'est un truc que je vais creuser, mais... Alors, pas par rapport à sa mère, là, par rapport à ton exemple. Mais par exemple, moi, j'ai eu des choses très, très hard en appel. On va peut-être pas les évoquer ici. Moi, je vais pas les évoquer, mais c'est pour dire que c'est sur ça aussi que je vends, parce que le côté de vraiment comprendre la personne, et c'est pas pour lui appuyer sur la tête, c'est juste de comprendre la personne et après voir vraiment profondément qu'est-ce que je peux mettre en place pour cette personne. Et du coup, tu penses quoi des gens, justement, là c'est un bon exemple pour rebondir là-dessus, qui disent que la vente c'est de la manipulation. C'est-à-dire que là, par exemple, on prend un exemple où quelqu'un a vécu quelque chose de dur, tu rebondis là-dessus et tu vends là-dessus. À quel stade tu quantifies que c'est éthique et que c'est pas éthique? Moi, je pense que ça dépend de la manière. C'est toujours l'intention que tu mets derrière. Donc, ça veut dire tu peux... Moi, je sais que tous mes appels, il y en a qui me diront « mais t'es malade d'aller chercher aussi loin ». Mais j'ai jamais eu une personne qui m'a dit qui s'est senti mal à l'aise par rapport à ce que je disais. Parce que derrière, il y a une vraie bonne intention de comprendre. Voilà. Parce que la manipulation, ça dépend de l'intention que vous avez. Et surtout, pour moi, c'est avec tout ce que la personne, ce qu'elle a vécu, et c'est est-ce que vous pouvez vraiment l'aider? Parce que c'est si tu estimes que tu peux vraiment l'aider, ça sera jamais manipuler la personne si vous la conduisez vers le chemin qui est bon pour elle. Si par contre, vous avez besoin de lui retourner le cerveau pour lui vendre à trouver quelque chose, là, ça c'est de la manipulation. Ça, c'est la manipulation. Hein. Donc la manipulation et la question de est-ce que vous manipulez, ça dépend de votre capacité à aider la personne. Mais en vrai, la manipulation, tu sais, t'as la bonne manipulation et la mauvaise manipulation. Manipulation, ça veut dire prendre en main quelque chose. Donc, c'est si tu prends le leadership pour l'emmener vers la décision la plus rationnelle et que tu décomposes ça en plusieurs étapes logiques pour séquencer de la meilleure manière pour elle, là c'est de la manipulation positive. Exactement. Et la manipulation noire, là, c'est l'autre, celle que tu dis qui est mauvaise. Et en fait, la plupart des mauvais coachs, c'est ce qu'ils font. Ils veulent juste appuyer sur la tête de la personne, mais parce qu'ils savent pas faire. Mais j'irais dire, c'est pas... Je pense pas que je vois cette problématique vraiment chez des coachs, parce que chez des coachs, c'est plus... Ils sont pas capables de faire des appels, c'est l'inaction, ils ont pas appris la plupart du temps de leur formation. Là, la problématique que je vois de manipuler de la mauvaise manière, c'est des closers qui ont mal été formés. Moi, je le vois... Non, mais je le vois beaucoup... Oui, mais parce que en fait, je le vois beaucoup plus souvent chez des closers mal formés que chez des coachs, parce que chez des coachs, à la rigueur, ils auront perdu la vente, voilà, ils vont être un peu tristes. Quand le closer, il est payé uniquement à la commission, il va être tenté de faire tout ce qu'il peut pour gratter le truc. Ouais, mais sauf que c'est exactement la problématique du marché du coaching aujourd'hui, enfin du closing aujourd'hui, c'est que les closers ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils suivent un script, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ils n'ont pas une structure. Ils ont une structure, un script, ils vont donner des phrases sans savoir ce qu'ils font, sans savoir ce qu'il faut attendre derrière, sans savoir l'intention qu'il faut y mettre. Et du coup, ça donne du mauvais closing. Et souvent, en plus,
Ce qu'ils comprennent pas, et ça c'est ultra important de le mettre en place, c'est que si tu fais un mauvais closing, une mauvaise vente, souvent c'est une personne qui derrière va être déçue, qui derrière tu vas pas réussir à fidéliser et que tu vas pas réussir à mieux vendre. Si vous devez forcer la vente, forcer, vous allez devoir faire des remboursements, vous allez avoir des gens après 1 mois qui vont se plaindre. Moi je suis très fier de dire une chose, c'est qu'on n'a jamais eu de remboursement dans le mastermind. Jamais. C'est jamais arrivé. On n'a jamais eu un remboursement. Et parce que sur ton appel, tu sais ce que tu fais. Et parce qu'on les qualifie. On les qualifie. Et derrière, on sait exactement comment les amener. Et on sait que c'est bon pour eux. Voilà. Si j'estime qu'on peut accompagner les coachs, on va les aider, on va les accompagner. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, le lien, il est dans la description. Et comme tu dis, voilà, suivre juste bêtement un script, c'est le problème. Parce que suivre un script, ça t'emmène à faire des décisions qui sont peut-être pas les plus rationnelles non plus. Tu vois. Exactement. Mais le but, c'est de comprendre. Et moi, ça, je le répète, je le répéterai. Le but, c'est de comprendre sa structure. Si tu comprends pas pourquoi tu fais ça, pourquoi tu mets ça en place, ça sert strictement à rien. Et comme on est dans le coaching sportif, bah c'est pareil quand tu fais une préparation. Toi, tu en as fait des préparations? Personnellement, non. J'ai aidé des coachs à se préparer. Oui, des coachs, j'ai aidé des personnes à se préparer. Tu as aidé des personnes à se préparer. Mais tu sais faire une programmation, tu sais... Je sais faire une et programmation. tu la comprends. Je t'avoue que je la comprends pas. Tu vois, bah, c'est exactement ça. C'est ça qu'il faut se dire. Bah, c'est exactement la même chose en vente. Il faut comprendre exactement ce que tu es en train de faire, l'intention que tu dois y mettre pour pouvoir amener une personne à aller signer derrière. Et du coup, pourquoi est-ce que les coachs ils sont nuls en vente? Sportifs. Les coachs sportifs eux-mêmes, pas les closers. Non, les coachs sportifs. Pourquoi est-ce qu'ils sont nuls en vente? C'est qu'ils se mettent une pression. Là, si tu regardes dans le mastermind, quand on fait les reviews de call, etc., ils se mettent une pression. C'est je dois vendre. Ah ouais, je dois vendre. Donc la vente fait peur. Et on en revient à se détacher du résultat. Et c'est pour ça. C'est pour ça, parce qu'en vrai, quand ils coachent, ils sont bons. En plus, les coachs sportifs, ils ont un super bon relationnel. Généralement, c'est des gens qui sont très avenants, avec qui tu partages beaucoup de choses. Et en fait, c'est ce côté-là, authentique, qu'ils devraient garder dans leurs appels de closing en se disant bah, je veux vraiment m'intéresser à la personne qui est en face de moi. Je veux vraiment comprendre pourquoi elle est là. Exactement comme je le ferais quand je suis en séance avec elle. Ok. Will, donne-moi 3 conseils pour les coachs qui veulent s'améliorer maintenant en vente. 3 conseils pratiques. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire là, aujourd'hui, après cette vidéo, pour s'améliorer aujourd'hui dans leur système de vente en ligne? Le premier point, ça va être de se créer une structure propre à eux, mais qui comprennent. Voilà. Donc avoir une structure. Ok, super. Deuxième point. Le deuxième point, je dirais le setup. Setup. Ouais. Donc, et c'est quoi tes conseils de setup là? Setup, je le disais tout à l'heure, c'est lumière. Une bonne lumière, donc on voit bien les yeux. Bien rangé, son obligatoire. Bonne connexion Wi-Fi, bon, ça fait partie. Ouais, bah et derrière que ça soit clean. Et le background propre. Ouais. Ok, troisième conseil. Et le troisième conseil, j'irais avoir sa position de leader, posture de leader. Donc c'est posture, c'est juste revoir la manière. Et la posture, c'est quoi? C'est la manière dont il parle, la manière dont il se présente. Ça va amener plusieurs choses, mais c'est d'être confiant en eux, en fait, de se dire, on sait ce qu'on propose, c'est bien, c'est une bonne chose. On sait qu'on peut aider des personnes et avoir confiance sur ça. Donc ça va être la posture, et c'est ce que je te montrais tout à l'heure. Franchement, c'est très simple. Juste, la plupart du temps, les coachs, ils parlent comme ça. Juste posez-vous comme ça, détendez-vous, épaules basses. Et là, tout de suite, ça donne un autre aspect immédiat. Ok. Dernier point que je voulais aborder. Il y a un truc où je vois que les coachs ont beaucoup de mal et je voulais aborder ça dans une partie à part. C'est... Est-ce que tu sais de quoi je vais parler? Dis-moi. Devine. Ils sont nuls. Nuls. Pour la vente en... Ouais, dans le processus de vente, il y a une étape où ils sont vraiment mauvais. Les objections. Ah, les objections. Exactement. Ça, c'est... Tu vois que ce soit pour les coachs ou pour les... Bah d'ailleurs, d'une manière générale, pour les personnes qui font de la vente, la plupart du temps, la gestion des objections, elle est mal faite. Très mal faite. Donc pour les personnes qui savent pas ce que c'est, la gestion des objections, c'est par exemple, la plupart du temps, ça va être quoi? Ça va être, je dois en parler à mon chien. J'ai piscine. J'ai plus de temps. J'ai pas d'argent. J'ai pas l'argent. Ça, on va en reparler, mais voilà. C'est quoi les autres objections qu'il y aurait? Je dois réfléchir, c'est trop cher. J'ai peur de pas avoir le temps de m'investir. Ouais. Est-ce que je vais vraiment réussir non. Ok. Donc, comment toi est-ce que tu fais? Alors, vous savez quoi? On va donner 3 exemples d'objections, comme ça va être beaucoup plus simple. Petit 1, l'objection qu'on verra souvent, c'est je dois en parler à ma femme. à n'importe qui.
en parler, voilà. À 3 petits points, ma femme, mon chien, ce que tu veux. Tu fais quoi face à ça? Bah déjà, normalement, cette objection-là... Tu l'as pas parce que tu as cadré dans la... Voilà, tu l'as pré-shot avant. Celle-ci, franchement, je pense que là, sur mes 100 derniers appels, je l'ai pas eu. Ben oui, parce que tu as pré-shot. Est-ce que tu es le seul décisionnaire? Il y a l'autonomie décisionnelle au début et comment tu prends tes décisions. Est-ce que tu vis avec quelqu'un et Ok. Deuxième objection, beaucoup l'auront. J'ai déjà investi dans du coaching, des accompagnements et c'était pas personnalisé et c'est un échec. C'est pareil, c'est des choses que tu pré-shot avant ça. Mais du coup, ça va répondre à la question de beaucoup de choses, parce que ça, t'es d'accord qu'il y a beaucoup de coachs qui ont ces objections-là. Bah ça, c'est... En fait, ce qu'il y a, on en revient à la structure. Hein. Normalement, si tu as une bonne structure, ça, tu l'as jamais, mais vraiment jamais. Ok, bien. Si tu l'as, c'est que il faut rouvrir une boucle. Ok, j'entends ce que tu me dis. Pas je comprends, j'entends ce que tu me dis. Et tu vas rouvrir une boucle. Qu'est-ce que tu as déjà essayé? Comment tu as essayé? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Et tu repars sur... En vrai, tu repars sur ta boucle sur la phase du un départ. peu de découverte. Ouais, exactement. Et la troisième objection, évidemment, on en a parlé avant, c'est tout ce qui sera lié au prix. Donc, on va prendre l'objection la plus commune. J'ai pas les finances. Là, tu as 2 points qui vont être importants. Le premier point, normalement, encore une fois, au début, tu as validé que c'est une bonne période pour elle pour pouvoir investir. Mais tu l'as préqualifié avant l'appel. Tu l'as préqualifié avant l'appel. Mais admettons, on l'a. Parce qu'il y a des personnes qui s'attendaient peut-être à payer 1 000 € et au final, on leur dit 3 000. Admettons. Le premier point à comprendre, c'est de voir si c'est réel ou pas. Donc, si vous avez fait une bonne montée en confiance, il faut juste demander à la personne de voir si c'est réel. Donc, moi, ce que je fais, c'est déjà, j'isole cette objection-là. Ok, je comprends. Je vais l'isoler. Est-ce que, si je mets déjà le prix de côté, est-ce qu'il y a autre chose qui t'empêcherait de passer à l'action aujourd'hui? La personne, elle va me dire non. On se concentre sur le prix. Donc, ça veut dire, si elle dit non, c'est que c'est réel. Okay. Parce que parfois, ils peuvent cacher ça sous l'objection du prix. Et après, ça va être de creuser, de ressourcer pour savoir. Moi, par exemple, ce que je dirais, c'est tout à l'heure, tu m'as mentionné que c'était le bon moment pour toi pour te lancer. Là, sur quoi ça bloque? Ça bloque sur le prix. Mais ça veut dire quoi le prix concrètement pour toi? Quand tu me dis le prix, c'est quoi? Et après, elle va me balancer d'autres choses. Généralement, c'est là, tu comprends, je dois faire acheter un appartement, etc. Ok. Donc là, en fait, on n'est pas sur le prix. On est sur un manque de sécurité. Parce qu'en vrai, là, les finances, potentiellement, la personne, elle peut les avoir. Et ça va être maintenant de lui montrer que là, c'est une priorité aujourd'hui, qu'elle puisse s'engager. Et après, le prix, si vous l'avez, généralement, et pour les coachs sportifs, c'est dans 99% du cas, c'est ça, c'est que la valeur perçue, ce qu'ils ont proposé, elle est très mauvaise. Et ça, je le vois tout le temps, c'est que, on le disait tout à l'heure, tu sais, de reprendre ce qu'ils t'ont dit dans la partie diagnostic. C'est si vous dites des choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils veulent, la valeur perçue, elle sera faible. Elle est très faible. Et donc, la valeur perçue, elle doit être 100% liée à la partie structure diagnostique, vente sur l'émotion, à utiliser dans le pitch. Exactement. Et si vous avez ça, alors, la valeur perçue, elle sera bonne. Elle sera énorme. Mais si vous faites pas ça, la valeur perçue, elle sera mauvaise. Si la valeur perçue, elle est mauvaise, c'est compliqué à rattraper. Bah, c'est compliqué à rattraper. Faut qu'elle ait un R2 et... Alors, ça dépend le temps que tu veux passer sur l'appel. Tu peux revalider, mais il faut rouvrir la boucle sur tout ce qu'elle t'a mentionné et en fait de refaire comme un pitch. Donc ça veut dire que tu rouvres la boucle en me disant tout à l'heure tu m'as mentionné que ça et après de retraiter, tu vois, nous on va t'accompagner sur ça. Tu m'as mentionné ça, toi, on va retraiter sur ça. Et en fait ça c'est le gros point. Et pourquoi? Parce qu'ils apprennent des scripts par cœur. Ils disent il faut qu'on dise 3 étapes et on dit première étape, deuxième étape, troisième étape sans se dire vraiment ce que la personne a besoin. Super. Je pense qu'il y a pas mal de choses à apprendre. Je vous ai mis un récap de tout ça en description. Vous pouvez directement le télécharger. Et du coup, c'est parti, on va manger. Et puis, petite séance. Let's go. Merci Will, en tout cas, pour tous les conseils. Et pour les personnes qui veulent retrouver Will, je mettrai ton lien, du coup, Instagram pour l'instant. Et sinon, on te retrouve dans le mastermind tous les jeudis durant 1h30 pour aider les coachs à mieux se vendre. Et on est... D'ailleurs, avant qu'on aborde ça, t'es coach depuis... Alors, t'as fait on l'a dit avant, t'as fait un BPGEPS? Moi, j'ai fait un BPGEPS à G2F. À G2F. Ouais. Et il y a combien? 12, 13 ans? J'ai commencé à 18 ans, j'ai 32, donc ça fait 14 ans. 14 ans. Ouais. 14 ans,
as fait des formations, tu as aidé des infopreneurs. Est-ce que tu as déjà vu une formation aussi complète que le Mastermind? Non. Non, et vraiment, et je le dis, c'est pas parce que je bosse avec toi que Je le sais, dis, mais vraiment, c'est très complet, très suivi, et il y a un vrai accompagnement. Et tu vois, là, le fait que maintenant, on bosse ensemble aussi dedans, je pense que la priorité pour quelqu'un qui se lance, en tout cas un coach qui se lance, c'est d'être vraiment accompagné, d'avoir de la réactivité. Et je pense que ça, avec le Mastermind, on est très bon sur ça. Et derrière, d'avoir un niveau de connaissance qui est très très élevé. Et en fait, moi, j'ai passé le BPGEPS, je sais très bien ce qu'on te donne à un BPGEPS. En fait, tu payes ton diplôme, très clairement. Mais là, dans le Mastermind, tu as tous les points que tu as ultra détaillés, plus les lives 4 fois par semaine quand même. Par semaine, ça fait 200 lives par an, plus de 200 lives par an. Ouais. Et parce que, en fait, si je dis ça, c'est parce que tu as relevé un point intéressant. C'est-à-dire la vitesse de réponse. Mais parce que ce qui compte d'une manière générale, parce que quand vous êtes coach et que vous travaillez pour vous, vous dépensez comme un entrepreneur, ce qui compte toujours, ça sera la vitesse d'action, d'exécution. C'est quoi? C'est speed is king. Tout le temps ça. Donc vous, quand vous allez justement avoir des questions, on répond rapidement et vous devez implémenter rapidement ce qu'on vous dit d'implémenter parce que ça va plus vite. Et quand vous êtes coach, vous avez besoin... Enfin, parce que c'est marrant, tu dis que tu as besoin d'un vrai accompagnement. C'est sûr que si moi j'avais commencé et que j'avais fait le Mastermind, je pense que ça aurait été 10 fois plus vite. Parce que être accompagné, ça vous aide juste à plus avoir de doutes sur votre niche, sur votre offre, sur vos connaissances, sur vos contenus, sur votre vente, sur tout ce qui va avec, tu vois, et sur les cas clients où les gens bloquent. Et tu as vraiment une... là, comme on fait, le côté roadmap, donc par rapport à où tu en es, exactement ce que tu dois mettre en place, comment tu dois le mettre en place, ce qui te permettra à tant de temps d'arriver à ce niveau-là. Et on le voit dès le départ, tu vois, là, cette semaine, les nouveaux membres, dès la première semaine, ils font leur vente. C'est vrai, ça. Je mettrai le lien dans la description. Également, si vous êtes intéressé, vous ne savez pas exactement ce qui bloque dans votre coaching, j'ai fait un test gratuit qui vous dit directement ce qui bloque exactement, les points à améliorer. Le lien est directement dans la description. Donc c'est parti, on va manger, puis séance. Allez, let's go. Bon, alors là, on a fini de manger. Avant la séance, il est 13h heure de Bangkok, c'est-à-dire 8h heure française. Et comme tous les mercredis, je fais tout le temps un live. Question-réponse dans le Mastermind, ça dure une demi-heure. C'est un des 4 lives qu'on fait dans la semaine pour aider les membres de l'accompagnement. Donc là, je vais répondre à tout. On vous mettra quelques petits extraits. J'ai eu des questions qu'on me pose en amont qui sont extrêmement intéressantes. Là, j'ai des questions training, des questions un petit peu business. Surtout des questions training aujourd'hui. Donc, on va répondre à tout ça là dans 2 minutes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live questions-réponses. Je vous demanderai comme d'habitude de vous mettre sur mute s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. On va attendre 1 minute et je vais commencer. On a eu des questions très intéressantes aujourd'hui, donc je vais répondre à tout. Et évidemment, si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas eu le temps de poser en amont, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Et bravo d'ailleurs hier, Vincent, pour ta première vente. Je crois que c'était hier. Bravo Vincent, super. Il y a Yanis qui disait « Pour un débutant qui veut perdre du poids et prendre du muscle, sur le côté training, je suis souvent sur des machines car il y a plus de stabilité, moins de risque de blessure ou de mal réaliser le mouvement et souvent plus d'adhésion. Mais en parlant avec un coach reconnu, il m'a conseillé d'utiliser des poids libres, sachant que pour moi, ma vision était bonne. J'ai toujours eu des bons retours niveau plaisir, adhésion. Je voulais juste avoir, du coup, l'avis, donc mon avis, sur poids libre versus machine pour un débutant avec un objectif de prise de muscle et de perte de gras. Je pense que le débat machine versus poids libre est un débat stérile qui ne sert absolument à rien. Ça mène personne nulle part. Il y a aucun intérêt de débattre là-dessus. Il peut y avoir des bénéfices. Enfin, on pourrait évoquer, on en parle dans le niveau 4 ou 5 du Mastermind. On pourrait évoquer plein de bénéfices au poids libre, on pourrait évoquer plein de bénéfices aux machines, on pourrait évoquer des inconvénients des deux. Ça dépend de ce que la personne aime. Comme là l'a mentionné Yanis, c'est si tes clients adhèrent avec ça, très bien. Ça dépend des machines qu'elle a à disposition. Ça dépend du profil de résistance que vous pouvez avoir. Dans beaucoup de cas, de bonnes machines peuvent être adaptées, des poids libres peuvent être adaptés, et il faut réussir à trouver le mix entre ce qui est optimal, ce qui est faisable, et ce que la personne, du coup, aime. Mais donc, le débat, par exemple, là, tu vois, Yanis, t'as mis quelque chose d'intéressant, t'as dit, en parlant avec un coach reconnu, c'est pas parce que c'est un coach reconnu, qui, je sais pas d'ailleurs qui c'est, qui dit quelque chose qui est juste. C'est un point de vue. Le but, vous, quand vous allez réfléchir justement par rapport à cette question machine versus poids libre, c'est OK. Qu'est-ce que la personne aime faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle a à disposition? Toutes ces choses-là doivent rentrer en compte. Et pas seulement, les machines, c'est pour les débutants, ou les débutants doivent commencer avec des poids libres pour leur contrôle moteur, etc., etc. Certaines inepties qu'on pourra un petit peu entendre un petit peu partout. Donc, c'est contextuel. Donc la réponse, c'est, ça dépend, en fait, comme beaucoup de questions training, ça dépendra toujours de qui vous avez en face de vous et ce que vous voulez leur faire faire.
J'espère que ça répondra à ta question, Yanis. Maintenant, concernant le quiz funnel de Valentin. Alors, Valentin, je vais te donner mon avis honnête sur ton quiz funnel. En fait, déjà, voilà, le problème, c'est que je sais que ça a été fait avec de l'IA et que tu l'as pas retravaillé. Je le vois directement. Pourquoi est-ce que je le vois? Bon, déjà, diagnostic sèche donne un autre nom. Là, les phrases. Tu fais des efforts, tu te prives. C'est typiquement. Et le double dash. Ça a été uniquement fait avec l'IA. Tu dois. C'est juste pas possible. Je peux pas. En fait, du coup, j'ai pas encore fait le quiz funnel, mais j'ai juste vu la page. Et en fait, là, tu n'évoques pas concrètement suffisamment les bénéfices de faire ton quiz. C'est pourquoi est-ce que je devrais faire ton quiz? Pourquoi tu n'arrives toujours pas à sécher? Là, tu mets peut-être un paragraphe un peu plus long sur ça. Et en dessous, tu peux mettre, ok, moi c'est Valentin, j'ai accompagné tant de personnes et j'ai découvert que ça pouvait bloquer une perte de poids. J'ai donc créé ce quiz pour te permettre de savoir ce qui bloque ta perte de poids. Ok, je lance le diagnostic. Tu es sage. Non prévu le lendemain. Je reprends totalement comme si rien n'était. Je compense. Bon. Ok, là la question elle est bien. Ta diète idéale, c'est plutôt des repas que j'aime ajuster à mes objectifs. Ça en semaine, souple le week-end, strict. Ok, super. Un resto non prévu avec des potes. Ta réaction honnête. J'en profite. Bon, en vrai, les questions ont l'air pas mal. Tu connais tes calories macro quotidiens. Les questions sont bien pour le coup en vrai. Bon, je réponds au hasard. Comment tu sais si tu manges trop ou pas assez? Non, pour le coup, les questions sont bien. Donc ça, tu vois, pour l'instant, il n'y a que... par contre, tu vois, pourquoi 56% forgé? Pourquoi le mot forgé? Ok, on continue. 16, 17. Ok, là, on a un problème avec le quiz funnel que je vois directement. Ok, qui a repéré déjà le problème avec le quiz funnel, là? Oui, Vincent. Ouais, c'est long, non? J'ai l'impression. Alors oui, mais c'est le but. Et en fait, c'est long, mais dans la mesure où il évoque le temps que ça va prendre et le nombre de questions qu'il y a et le bénéfice précis, c'est pas spécialement un problème si c'est un lead magnet. Ça, c'est pas le problème. Johan. Il n'y a pas de call to action, si? Pas encore, presque. C'est une partie de ça. Qui a trouvé ce qui manque, là? Il manque un truc. Il manque le truc le plus important. C'est la collecte de données. Voilà. Ah putain, bien vu. Bien vu. Merci Apolline. Fantastique. Donc là, Valentin, t'as fait un quiz, donc t'as donné quelque chose gratuitement et t'as récupéré aucune donnée, ni le prénom, ni le numéro WhatsApp ou l'email. Donc ton quiz ne sert à rien. Tu vois, là, à la rigueur, t'as un call to action. Moi, ce que j'aurais fait, c'est... bon, je vais pas refaire le diagnostic, parce que, voilà, mais j'aurais pris au milieu, genre au bout de la 8e question, prénom, numéro WhatsApp. Et comme ça, dès qu'ils ont fini, même s'ils t'ont pas contacté pour ton accompagnement, tu leur envoies un message WhatsApp. Hey, j'ai vu que t'avais rempli ça. T'en es où actuellement au niveau de tes objectifs? Et en plus de ça, t'obtiens quelque chose qui est puissant, c'est un numéro de téléphone. Moi, je veux savoir exactement ce que je dois améliorer. C'est-à-dire que là, le texte, du coup, tu vois, il est entièrement rédigé avec l'IA, et du coup, je sais pas s'il est très utile. Ça serait plutôt, vous, ce que vous devriez faire lorsque vous avez un quiz funnel, le résultat final, ça devrait être, ok, t'en es là, tu dois améliorer 3 choses précises. Donc toi, tu dois peut-être améliorer ta relation à l'alimentation, nanana, en faisant ça. Tu dois améliorer la manière dont tu vois la dépense. Et petit 3, tu dois faire ça. Résume en 3 bénéfices concrets, actionnables, plutôt qu'un long paragraphe que pas beaucoup de personnes vont lire. Et d'une manière générale, lorsque vous allez faire des ressources gratuites, à n'importe quel moment, vous devez voir, la personne doit voir le bénéfice précis. Y a-t-il d'autres questions pour aujourd'hui? Et sinon, comme d'habitude, on se revoit dimanche. Dimanche. Pour le live, on parlera de faire de meilleurs contenus, avoir une meilleure conviction lorsqu'on fait des vidéos. Je vous dis à tous à dimanche. Merci à tous d'être venus. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Bonne journée. Et le live sera disponible en replay dans la journée. Merci à tous. Avec le résumé, bonne journée. Merci à tous. Will, avant on a parlé que dans le Mastermind, tu animé un call, mais c'est quoi ton rôle maintenant dans le Mastermind? Moi, je suis les clients du Mastermind. Ouais. Donc, je les aide pour suivre toute leur roadmap, je dirais, personnalisée. Donc, on fait un point chaque semaine ensemble pour que je puisse comprendre vraiment où ils en sont. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que je les accompagne au niveau de la vente. Voilà. Donc, chaque semaine, on fait un point sur la vente, on fait un live sur la vente très détaillé avec une thématique très particulière. Parce que le but, encore une fois, c'est les gens savent vendre. Tu vois, si demain tu as un lead, ce que j'appelle les leads verts, les leads faciles, tout le monde sait vendre. Il
je dis très très chaud, c'est des gens qui sont prêts à mettre leur carte bleue dès qu'ils rentrent. Ça, c'est facile. Ouais. Ça, c'est facile. C'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de faire passer un business de. Par exemple, la personne, elle vend à 20% de taux de closing, de la faire passer à 50, 60, 70% de taux de closing. Et pour ça, tu es obligé d'avoir des stratégies, des structures, comme on parlait tout à l'heure, des connaissances. Et de voir l'évolution de ces personnes-là. Et de voir l'évolution de ces personnes-là. Et du coup, le but, il est là, c'est que je suis très proche d'eux pour toute cette partie-là. Vente. Et on répond à toutes les questions. Tous les 24 heures, tout le temps. Ouais, et il n'y a pas, je le répète parce que je suis extrêmement confiant dans le produit, il n'y a pas un autre accompagnement francophone comme ça, peu importe, vous pouvez aller voir n'importe quelle autre formation, il n'y a personne d'autre qui fait ça, avec ce niveau de support-là, c'est surtout ce qui compte. Et à ce tarif-là aussi, il faut le dire, en termes d'accompagnement qu'on a, c'est si vous avez envie aujourd'hui de débloquer votre coaching, ou de débuter dans le coaching, parce qu'on a les deux, on a beaucoup de personnes qui veulent débloquer quelque chose, ou qui veulent débuter, c'est l'accompagnement réellement pour vous, aussi bien sur les systèmes et les process de coaching que les connaissances et toute la partie business. Et comme je disais tout à l'heure, c'est assez incroyable. Franchement, je pense que si je reparle au Will de 18 ans, tu vois, qui a passé son BPGEPS, moi c'est mes parents qui m'ont payé mon BPGEPS à un certain, je sais même plus comment c'était peut-être 10 000 ou 12 000 euros, un truc comme ça. Ça dépend les options, enfin en double option c'était quasiment 10 000 euros je pense. Ouais. Et je me dis, en vrai, si tu sais qu'il existe des choses comme toi là tu fais avec le Mastermind, x2 qu'il faut aller là-dessus. Mais vraiment, je le dis encore une fois, pas parce que je bosse avec toi, parce que je le pense vraiment. Puis si tu ne le pensais pas, tu ne dirais rien. Ouais, en plus. Mais du coup, voilà, Will aide les membres à avoir un accompagnement et un suivi encore plus poussé que ce qu'on proposait déjà. Le but, c'était d'augmenter la valeur. La valeur que les personnes ont et surtout la capacité des personnes à implémenter les choses. Ouais. Tu vois, ça permet aussi aux personnes d'avoir un partenaire de, comment tu dis en français, accountability. Je sais pas comment on dit en français, accountability. Genre là, voilà, super là. Pour rendre des comptes, c'est ça. Ouais, c'est rendre des comptes. C'est un peu ça, l'histoire de coach, hein. Enfin, c'est comme si tu as un coach pour t'aider pour ton business. Et surtout, comme tu disais, l'histoire du support, c'est tout à l'heure tu disais en moins de 24 heures. 24 heures, nous on se laisse une marge en vrai. Ah oui, c'est 24 heures. C'est une marge. Surtout, normalement, c'est pas le week-end, même le week-end, tous les jours. Tous les jours, 7 jours sur 7. Mais parce que il y a cette volonté, je pense, en tout cas, j'ai l'impression dans le mastermind, c'est ce que tu veux. Il y a cette volonté vraiment de faire progresser les gens de la meilleure manière possible. Et le seul moyen de faire ça, je pense que c'est quand tu mets des choses en place, tu te sens accompagné. Quand tu fais une erreur, tu reviens tout de suite dessus. C'est comme les. En fait, moi, le mastermind, je le considère comme ce que j'ai toujours considéré quand je faisais que du coaching sportif. C'est un business où, pour moi, ce qui compte, c'est le résultat. Ce qui compte demain, quand vous allez coacher des gens, ça sera le résultat physique qu'ils ont, dans les 3 quarts des cas. Bien sûr. Évidemment, il y a une transformation mentale qui va avec. Mais si vous êtes bon en business, mais que vous n'avez pas de transformation, les clients ne restent pas. Dans le mastermind, le but, c'est qu'on soit rapide au niveau des réponses pour qu'ils puissent implémenter le plus rapidement. Et s'ils implémentent le plus rapidement, ils ont le maximum de résultats. Et là, si je vais dans le canal, tu vois, résultat, là, hier, tu vois, Valentin, plus 3 clients, passage de 1 à 4 clients. Alexandre, première vente conclue dès mon premier appel, après seulement 2 semaines de formation. Vincent Carré, il a fait 2 ventes. Aujourd'hui, 2 premiers appels de closing. Le premier encourageant avec un R2, du coup, demain. Non, et le deuxième avec une vente d'accompagnement sur 6 mois, paiement en direct. En pif. Voilà. Justement, par exemple, ça, c'est quelque chose qu'on apprend au sein de l'accompagnement, parce que tu sais, il y a beaucoup de coachs qui vendent en plusieurs fois. Au lieu de vendre, par exemple, en une fois à 2500 €, ils vont vendre en 10 fois à... Voilà, le but, c'est de tenter de vendre, parce que, même chose, c'est si vous vendez en 10 fois, vous n'avez pas de garantie qu'ils vont vous payer les 10 fois. Exactement. Là, tiens, j'ai Axel, une nouvelle cliente signée. J'ai passé le cap symbolique des 1000 abonnés en 2 mois, sachant que 1000 abonnés, c'est le plus dur, souvent, sur Instagram. Après, validation de niveau. Et même chose, Johan, qui a eu un client de la part de YouTube, parce qu'on apprend aussi à faire des vidéos YouTube dans le mastermind. Et c'est pour ça que, comme tu disais juste avant, le but est aussi d'avoir une bonne disponibilité de la part des formateurs et des personnes. Là, pour l'instant, on est 2 dans le mastermind. Forcément, il y a plus Alexis également qui qualifie les personnes pour travailler avec nous, pour qu'on s'assure d'avoir les meilleurs résultats possibles. Le but, c'est d'avoir la meilleure disponibilité pour avoir le meilleur temps de réaction également des membres, pour ensuite avoir les meilleurs résultats possibles. C'est ça. Le but, c'est les résultats, c'est tout ce qui compte. Ça sert à rien d'acheter, je vous le dis, ça sert à rien d'acheter une formation qui vous apportera pas de résultats. Je connais des formations qui durent 6 mois, 1 an. Vous allez avoir des connaissances, vous allez être plus embrouillé qu'autre chose, et vous aurez toujours pas de clients 1 an après. C'est la vérité, les 3 quarts des formations. Est-ce que dans un VPGEPS, on t'apprend à avoir des clients? Ah non, Est-ce qu'on t'apprend sur le plateau de musculation à aller parler à des gens? Non plus. Non.
Moi, la première formation je me souviens où j'avais appris ça, que j'avais fait, où ils expliquaient comment aller parler à des gens sur des plateaux de muscu, c'était une formation de quelqu'un qui s'appelle Mark Coles, peut-être qu'il y a des gens qui le connaissent. Maintenant d'ailleurs, il a qu'un accompagnant business anglais, et c'était une des formations où les premières semaines de formation, il apprenait comment vendre. Mais justement, la différence entre le mastermind là, que tu proposes et ce qu'on aurait pu voir par exemple pendant les BPGEP, c'est vraiment ça. C'est on voit que toi, c'est pas, tu sais, comme quand t'es à l'école, c'est que le côté théorique, mais en vrai, quelqu'un qui t'explique le business, qui n'a jamais rien fait. La science dans la pratique, voilà, l'implémentation. Ce qui compte, enfin, je le dis aux gens, il y a des gens souvent qui se moquent quand je dis ouais, j'ai fait 60 formations, c'est la vérité. J'en ai même fait plus que ça. Vous pouvez aller sur mon LinkedIn, je pense qu'il y en a peut-être 70 maintenant. Et en fait, dans les 3 quarts des formations, l'information elle est bonne, mais il y a zéro implémentation. S'il n'y a pas d'implémentation derrière, ça sert à rien. C'est comme, voilà, vous pouvez regarder 1000 vidéos YouTube, j'espère que les vidéos vous aident, mais à un moment donné, il faut aussi se rendre compte que parfois on a besoin de plus d'aide que ce qu'on pense. Et je pense aussi, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à passer le cap parce qu'ils ont du mal à mettre leur ego de côté et à se dire qu'il leur faut de l'aide. Tu vois, il y en a beaucoup qui ont du mal. Ah, ça c'est. Dans tous les domaines. Savoir mettre son ego de côté, tu vois, on en parlait ce matin. Une problématique, par exemple. Ouais. La problématique des gens qui veulent vendre des choses qui savent pas mettre leur ego de côté, et du coup tu leur fais un review de call et ils te disent oui, mais en fait si, oui, mais en fait ça, mais non, mais en fait juste écoute ce que j'ai à te dire et après implémente comme tu dis, voilà, pour que ça devienne efficace, quoi. Mais en tout cas, très content qu'on fasse ça là et qu'on améliore chaque semaine, parce que d'ailleurs, il y a des améliorations toutes les semaines dans le mastermind. Là, dans quelques mois, ce que tu as prévu, grosse mise à jour qui d'ailleurs sera inclus pour toutes les personnes qui prennent l'accompagnement maintenant. Donc je vous conseille d'en profiter. Là, j'ai mis le lien en description si vous êtes intéressé. Donc c'est parti, maintenant go à la salle. Let's go, c'est parti. Bon, on est arrivé à la salle du coup, comme j'ai dit, Gravity Lab, la seule salle de Bangkok qui est équipée entièrement en Prime, parce que je crois que c'est un showroom Prime, et Kaiser. On va pas utiliser Kaiser parce que je trouve pas que la sélection de machines ici soit la mieux. Et on va du coup se faire un entraînement haut du corps. Tu t'es déjà fait coacher, oui? Il y a très longtemps, mais une fois comme ci, comme ça, quoi. Et tu m'as mentionné que tu avais une petite gêne à l'épaule. Ouais, j'ai un problème sur le long biceps. Et... Parce que tu as fait une radio, c'est ça? Tu as fait ouais, quoi, un IRM? Ouais, j'ai fait un IRM, mais il y a longtemps, hein. Et ça s'est pas résorbé, donc toujours une douleur là. Mais tu peux t'entraîner. Je peux m'entraîner quand même. Donc le but, ça sera un petit peu de s'adapter autour de ça. Toi, en fait, tu m'as mentionné PEC. On va surtout se concentrer sur l'intention, l'exécution qu'il y a derrière. Ouais. On va s'entraîner un petit peu comme ce qu'on apprend dans RTS, donc ça sera des choses peut-être un peu moins conventionnelles que ce que vous avez l'habitude de voir. On va commencer par les pecs, ensuite épaules, dos et bras pour finir. Donc, let's go. En plus, t'as jamais essayé de machine prime? Non, première fois. Donc, la particularité des machines prime, c'est qu'on peut moduler le profil de résistance. Donc, tout simplement, quand vous allez changer l'orientation de la cam, ça va changer tout simplement là où est le câble par rapport à l'axe de rotation. Donc si le câble démarre loin de l'axe de rotation, en gros, vous allez avoir le plus de tension. C'est pour ça qu'en gros là, on a le maximum de tension à l'étirement, parce que si on vient, Antoine, si tu veux, on peut voir là, le câble en fait par rapport à l'axe de rotation, il est loin, et plus vous allez resserrer, plus en fait le câble se rapproche là de l'axe de rotation et ça devient en fait de plus en plus facile. Aussi simple que ça à comprendre. C'est comme ça qu'on analyse en partie. Alors ça, c'est, on va dire, une machine prime, c'est extrêmement facile à analyser parce que déjà, vous avez les indications sur les machines et ensuite parce que la cam, elle est en forme d'œuf comme finalement, la cam Nautilus en forme de Nautilus, donc c'est très simple à analyser. Des choses un petit peu plus compliquées, c'est lorsqu'on n'a pas expressément mentionné le profil de résistance où là, théoriquement, il faudrait regarder par le dessous ou démonter la machine par le dessus. Donc c'est souvent un peu plus complexe, c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans RTS niveau 2 et à RTS Mastery. Donc voilà, analyser une machine, c'est pas juste regarder et dire ah c'est bien, c'est mal. Faut comprendre déjà le profil de résistance de la machine et ensuite comment est-ce que ça s'adapte par rapport à la force de votre muscle. D'ailleurs pour ça, récemment, je vais faire une petite vidéo. Il y a quelqu'un qui m'a repris sur leg extension en disant que les 3/4 des leg, parce que je présentais le leg extension prime et je disais oui, c'est pas un exercice à forte tension de contraction parce que notamment là, vous pouvez moduler le profil de résistance. Et on a dit oui, mais tous les leg extensions en France, ils sont à forte tension de contraction. Bah, laissez-moi vous dire que non. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait une analyse de machine qui est extrêmement bien. Son profil, je le mettrai à l'écran. Je me souviens pas de son nom. Si Instagram, je crois qu'il s'appelle N Muscle for All. Il fait d'ailleurs des très bons contenus, je vous conseille de le suivre. Il a analysé le profil de résistance
du leg extension Matrix et du leg extension Technogym. Vous savez, le gris que vous avez dans la majorité de vos salles. Laissez-moi vous dire que le Technogym gris est à forte tension d'étirement et le Matrix, à ma connaissance, c'est moyennement dur, très facile. Donc encore une fois, c'est pas à forte tension de contraction. Donc non, c'est pas chipoté que de dire que le leg extension n'est pas un exercice à forte tension de contraction. C'est un fait d'ailleurs dans la majorité de vos salles en France. Donc faites attention, quand justement vous utilisez des propos comme cela, l'exactitude de vos propos avant de reprendre ce que je dis. Merci. Voilà, parfait. Tu vois, je trempe dès le départ. C'est bien. 2. Est-ce que c'est déjà, au niveau de la difficulté, c'est déjà dur? Là, c'est bien. 3, parfait. J'ai pas de douleur dans l'épaule. T'en fais encore une seule? Je vais peut-être avoir une question très bête, mais est-ce que suivant le type de pec de la personne, il faut modifier tout ça en haut là? Suivant le type, c'est-à-dire Ça veut dire que... la forme. Ouais, tu sais, par exemple, type de forme, Non. il y en a, ils ont les pecs En plus fait, allongés. c'est-à-dire que là, tu modifies la résistance, la manière dont c'est appliqué. C'est-à-dire, est-ce que tu as le plus de tension à l'étirement, à la contraction? On va dire que la forme globale de ce à quoi tes pectoraux ressemblent, ça n'impacte pas la résistance que tu devras appliquer parce que ton muscle produit de la force à un certain endroit. Tu vois. Donc non. Les seules choses à adapter par rapport à l'individu, ça sera les réglages de la machine. 4, bien. Maintiens tout ça, me relever. Là. Maintiens le relevé. Voilà. Bien. Voilà, tu penses à une seule chose. Bien. Donc là, on va passer à la première série. Et là, le but, c'est de faire jusqu'à ce que tu puisses plus faire. Sans qu'il y ait d'autres choses qui soient impliquées. C'est aussi ça, c'est quand est-ce que tu es à l'échec? Tu es à l'échec quand le muscle que tu veux cibler n'arrive plus à effectuer le travail. C'est si tu te mets à compenser, c'est pas l'échec. En fait, là, tu vois la différence. Là, c'est très dur et là, c'est très facile, tu vois. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec avec ces machines Prime, si vous réglez bien le profil de résistance, vous savez exactement quand vous êtes à l'échec. C'est reparti. Bien, parfait. Putain, c'est dur. Bien. Allez, encore 2. Je vais t'aider sur les dames. Doucement, contrôle. Pars. Bien. Oh, putain. Bien. J'ai jamais fait comme ça. J'ai jamais ressenti de cette façon-là. Bien. Normalement, ça me bute les épaules, moi. Là, tu sentais pas les épaules? Pas du tout. Parfait. Que les pecs. Allez. Toi, comment tu contrôles de fou? En fait, le problème sur ça, c'est si tu contrôles pas, c'est potentiellement très dangereux. Ah oui, parce que d'un coup, t'as beaucoup de charge. Et au contraire, d'ailleurs, je pense que c'est bien d'avoir un profil de résistance comme ça. Ça vous encourage justement à contrôler les phases de transition parce que ça devient de plus en plus dur et vous devez contrôler pour justement potentiellement ne pas excéder la capacité que vous avez au niveau notamment articulaire. Moi, j'ai une vraie question au niveau sens respiratoire. J'ai toujours entendu tout et son contraire. Tu bloques ta respiration sur la poussée, tu respires sur la poussée, t'inspires à ce moment-là. Je pense que ça dépend du mouvement. Et il y a quelqu'un qui s'appelle le docteur Jordan Shallow qui dit quelque chose d'intéressant, ce qu'on cherche sûrement notamment sur un mouvement de poussée, c'est ce qu'on appelle du shallow breathing. C'est genre, c'est marrant, il s'appelle le docteur Jordan Shallow, on appelle ça shallow breathing. Ça vient de lui. Mais ça vient pas de lui. Hein. Ah bon? C'est genre, on voit pas quand t'inspires ou t'expires. C'est genre, attends. Ah, t'es toujours neutre. Parce qu'il faut maintenir une certaine pression au niveau de votre coche thoracique. C'est-à-dire que le problème, c'est si vous expirez totalement, vous allez abaisser votre sternum sur les mouvements de pectoraux. Ok. Et ça serait
peut-être peut-être pas le mieux pour avoir le maximum de levier au niveau des pecs. C'est parti. Contrôle. Encore au moins 3. Bien, contrôle. Encore au moins 2. Contrôle. Encore au moins 1. Bien. Super. Ok, pause. Putain. Et le but, quand vous allez avoir quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude d'entraîner si vous êtes coach, et que vous n'avez jamais fait de séance avec lui, est-ce que c'est réellement de le pousser au maximum à l'échec? Non, parce que vous ne connaissez pas ses capacités de récupération, ce qu'il peut réellement faire. Donc là, le but, c'est justement d'essayer un petit peu, bon là c'est une des séances rares qu'on va faire ensemble, mais pour voir ce que tu peux faire, améliorer ça, et c'est ce qui compte. Donc voilà. 4 sur 5, super. Oh, super. Encore. 12, contrôle. Bien. Encore 2, contrôle. Presse. Derrière. Super. T'as bien senti les pecs? Ouais. Super bonne sensation. Est-ce qu'il y a une différence le fait d'aller quand t'es comme ça, d'aller peut-être plus en bas, plus au milieu, plus devant, Ouais, mais en termes de contraction? Mais il faudrait également sûrement changer pour que ça fasse vraiment du sens la hauteur de la poulie, tu vois. Ok. Pour aligner même chose, la résistance par rapport à ce qu'on a envie de travailler. Parce que là, en fait, là, l'avantage, par exemple, quand vous avez cette poulie-là, c'est que c'est un exercice, du coup, vous avez une forte tension d'étirement. Parce qu'en fait, en gros, là, si on regarde, mon bras forme un angle à 90 par rapport à la poulie. Et là, si je viens resserrer, tu vois, le cap vient s'aligner de plus en plus avec mon bras. Ouais. Et là, en fait, j'ai quasiment pas de tension. Ouais. Tu vois, là, je peux rester 8 heures comme ça, tu vois. Ok. Très clair. Allez. Du coup, là, on va passer sur le setup pour les élévations latérales. Pour les élévations latérales à la poulie, vous avez deux choix. Soit vous les pouvez faire debout. Et là, ce qui peut être bien, vous pouvez même les faire debout en unilatéral vu que vous avez un support. C'est-à-dire qu'en gros, là, Tu prends pas ça. en fait, tu pourrais très bien être là et te mettre et te tenir. Vous pourriez les faire en bilatéral. Et le mieux encore, potentiellement, c'est si vous voyez que ça, c'est très lourd pour vous, même une plaque, vous pouvez faire en bilatéral allongé. Parce que là, la particularité, c'est que si je fais une élévation latérale, en fait, là, je suis à hauteur de poignet, donc là, on est d'accord, on est tous d'accord, c'est la mode de parler de ça sur Instagram. Là, c'est le plus lourd. Et là, ça devient de plus en plus facile. Mais il manque un élément à l'équation, c'est que ça devient de plus en plus facile, parce que l'angle, là, il se réduit. Donc là, tu vois, quand l'angle se réduit, ça devient de plus en plus facile. Mais vous avez le poids de votre bras. Bah oui, parce que ton bras, par rapport à la gravité, il devient de plus en plus lourd. Donc, comment est-ce que vous faites pour pallier ça? Bah, tu t'allonges. Parce que si tu t'allonges et que vous faites ça, vous enlevez le poids de votre bras. Donc, vous passez d'une résistance à une assistance. Donc, si les poulies, c'est déjà trop lourd pour vous, je pense notamment, alors c'est pas du tout quelque chose de sexiste, c'est si vous êtes une femme, bah, une des solutions pour faire potentiellement des élévations latérales à la poulie, ça sera de prendre un banc. Vous pouvez très légèrement, on va dire, l'incliner, vous vous mettez allongé, et comme ça, là, c'est dur et de plus en plus facile, et vraiment facile. Alors que là, c'est dur, facile, mais vous avez le poids de votre bras en plus. Vous avez compris la nuance? Est-ce que tu as compris la nuance? Intéressant. Voilà. Voilà. Là, c'est plutôt bien. Je m'arrête là. Ouais. En fait, théoriquement, même chose. Tu pourrais... Vas-y. Ok, même chose. Est-ce qu'il faut faire passer la poulie derrière Est-ce que vous avez vraiment un degré d'étirement supérieur par rapport au degré d'inconfort que vous allez avoir? Je suis pas sûr que ça soit très intéressant. Tu peux, si tu te sens plus à l'aise, tu vas te pencher un peu comme ce que tu faisais. Hein. Rien qu'en faisant ça, je produis beaucoup plus de force. Parce qu'en fait, je vais produire une force opposée.
Et du coup, je me sers de ça comme support. Si tu te sers de ça comme support et que tu produis une force opposée, vous allez forcément produire beaucoup plus de force. C'est-à-dire que là, j'aurais pu en faire 10, j'en ai fait que 5 parce que de l'autre côté, j'en ai fait que 5. Mais parce que de l'autre côté, j'avais pas de support, j'aurais dû m'appuyer beaucoup plus. Bon, on passe au dos, on va faire un mouvement pour le grand dorsal. Alors, il n'y a pas de machine incroyable ici pour le grand dorsal, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un tirage à la poulie pour éviter de setup avec le banc. Ce qui est bien, c'est que quand vous avez cette poulie, vous avez un support. Donc, alors on n'a pas de sangle de tirage, hein, désolé. On va se mettre comme ça, on tire à deux bras. Hop. Super. Voilà. Allez. En fait, la prise, elle est pas... On n'a pas de... L'idéal, là, c'est si vous faites ça, vous mettez des cuffs pour les poignets et vous les tenez. Vous serez beaucoup plus à l'aise. Vas-y. Allez, bien. Top, part. Voilà. Parfait. Oh putain, c'est dur. Encore. Super. Ah putain. Bon, juste avant, on a fait les triceps. Là, on fait les biceps, dernier exercice de la séance. On vous a pas tout filmé, sinon la vidéo, encore une fois, elle va être très longue. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un petit curl pupitre, comme ça. On a un petit peu de flexion de l'épaule. Ça nous permet sûrement d'être dans une position un peu plus raccourcie, parce que le biceps, ça sert à la flexion du coude et à la flexion de l'épaule. Et là, la particularité, c'est qu'on a modifié le profil de résistance pour que ça soit le plus lourd au milieu, parce qu'en réalité, c'est sûrement ce qu'on a envie pour les biceps. La plupart des machines biceps-triceps ne sont pas nécessaires. En fait, vous pouvez avoir de très bons setups pour les bras avec juste des câbles ou des haltères. Mais là, on a décidé, vu que t'as jamais utilisé une machine prime, voilà. Tu te sens à l'aise, toi, en bilatéral, tu te sens à l'aise des deux côtés. Ouais. Donc, il le fait à deux bras. Et puis, let's go. D'ailleurs, on me demande souvent, est-ce qu'il faut tendre les bras au maximum? Alors, par rapport à cette question, je suis content de dire, là, normalement, quand cette vidéo est sortie, le podcast sera déjà sorti, je mettrai le lien dans la description. J'ai fait un podcast avec le docteur Marc Slavine où on parle justement de la question des amplitudes et des longueurs tendineuses. Est-ce qu'il faut tendre plus ou moins suivant la longueur de nos muscles? Il y a les réponses dans ce podcast-là, allez voir, c'est extrêmement intéressant. Oui, c'est en anglais, tout est sous-titré en français. On a sous-titré avec l'IA, donc normalement, il n'y a pas vraiment d'erreur. Je pense que ça peut beaucoup vous aider à vous éclairer. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, encore. Encore. Allez. Bien. Tout seul, t'en as encore deux, Will. Encore une. Allez. Ce qui est marrant, c'est que les deux dernières, je l'ai pas du tout aidé. J'ai fait semblant de mettre la main. C'est la puissance du psychologique. Ouais, ça Tu vois c'est sûr. Et bah super. Merci beaucoup pour la séance. Merci à toi, Will. C'était top. Voilà, hein, j'espère que la vidéo vous a plu. Je mettrai le lien de... Je mettrai ton lien. Non, mais pour les nouveaux participants du Mastermind, ils auront l'occasion de Ils auront l'occasion de te me voir, retrouver, ouais. de te voir dans les lives. Je mettrai le lien en description si vous voulez directement réserver un appel pour candidater et participer à la prochaine session qui aura lieu après que vous ayez regardé cette vidéo. Je ne sais pas quand les personnes regarderont cette vidéo. Complètement. Et puis je vous dis à très vite. Merci, Will. Et merci Merci Antoine. beaucoup.